Donc, je suis heureux au nom de la MJC Héritant de vous accueillir à cette deuxième conférence de l'Université populaire de l'année. Une université populaire qui est proposée maintenant depuis 4 ans et qui s'inscrit dans le projet d'éducation populaire des Maisons des Jeunes et de la Culture. Un projet qui a pour objectif d'éclairer les esprits et non de les formater comme nous aimons à le répéter. Cet espace de débat est dédié à l'émancipation des esprits. C'est un rendez-vous qui revendique le respect et la tolérance de tous, par tous et pour tous. Je rappelle que la programmation qui est faite tout au long de l'année est le fruit du travail des professionnels de la MJC, on en a quelques-uns ici, de membres du conseil d'administration de la MJC et d'un comité de pilotage qui est constitué d'associations. Là, je vois quelques personnes qui sont représentantes de ces associations. Je ne vais pas les citer. Vous allez retrouver leur nom dans la plaquette. Donc des associations qui sont impliquées avec nous pour vous proposer toutes ces conférences de l'Université populaire. Et avec, entre autres, une association qui est présente ce soir, qui est l'UDAF. l'UFAL. Les deux. Voilà. C'est pareil. Les deux. Voilà. Il y a les deux. L'UFAL, qui est l'Union des familles laïques, et qui est à l'origine de cette soirée organisée dans le cadre des 70 ans de l'UDAF, qui est l'Union départementale des associations familiales. Voilà, je remets les choses dans le ordre. Et il y a le président qui est ici parmi nous. Voilà. Ce soir, c'est Philippe Faure, psychanalyste hospitalier et administrateur à l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales, beaucoup de sigles ce soir, qui interviendra, mais je laisse à Jean-Marc Dumas, qui est donc directeur de la MJC et animateur attitré de l'Université populaire, la primeur de sa présentation plus détaillée tout à l'heure. Nos témoins de ce soir, comme nous en avons l'habitude, on a toujours des témoins pour ceux qui découvrent cette université populaire. On insiste sur cette particularité. Donc, nos témoins de ce soir sont 3. Il s'agit de Valérie Bégal, qui est médiatrice familiale à la CAF. Les CAF Bégal Béguélal, je m'excuse. La CAF, je ne sais pas. Bon. De Marine Prieur, qui est travailleure sociale à la CAF. Et de Catherine Barret, de l'association Vie et Liberté, qui est tout au bout de la table. Voilà. Alors, au nom de elles nous apporteront, toutes ces personnes, un éclairage particulier à travers leur parcours, à travers leurs expériences sur notre territoire. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cet éclairage. Au nom de la MJC, je tiens à vous remercier, toutes et tous, de votre présence parmi nous. Je tiens à remercier. Je tiens à rappeler que ces conférences université populaire font l'objet d'une captation vidéo, au moins pour la première partie, que ces captations vidéo vous pouvez les retrouver sur le site de la MJC ou même sur YouTube. On vous a un peu reproché de mettre sur YouTube, mais c'est un média qui nous permet de diffuser plus largement toutes ces conférences. Donc vous pouvez, sur ces sites, que ce soit sur le site de la MJC ou celui de YouTube, vous pouvez voir, revoir ou conseiller à vos amis de voir ces conférences. La prochaine conférence de l'Université populaire aura lieu le 10 décembre. Ça sera une conférence qui sera consacrée à la laïcité dans le cadre de la semaine de la laïcité, comme on a l'habitude de le faire tous les ans. Cette conférence sera animée par Henri Pernard-Ruiz, qui sera notre conférencier. Et puis cette conférence sera organisée en partenariat. Je vous parlais tout à l'heure de partenaires dans le comité de pilotage de cette université populaire. Donc cette conférence sur la laïcité sera co-construite avec l'association Agir pour la laïcité et les valeurs républicaines. Voilà, donc voilà pour la prochaine conférence. Les autres conférences, vous pourrez les découvrir dans notre plaquette du Forum des Savoirs qui est à l'entrée. Voilà. Donc bonne séance à vous. Je laisse la parole à Jean-Marc.
Merci Président. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième conférence de la saison de l'Université populaire, organisée par notre MJC, comme le Président Binet vient de le rappeler, en partenariat avec de nombreuses associations ou organismes de notre territoire. Après l'accueil par le Président, je vais essayer d'introduire le sujet rapidement, pour passer ensuite la parole à Philippe Faure pendant 45 à 50 minutes, puis pendant 20 minutes, j'aurai un jeu de questions-réponses avec nos trois témoins. Je ne vous rappelle pas leur nom, cela a été fait par le Président. Et puis ensuite, pendant 30 minutes, vous aurez la parole que vous pourrez partager avec Philippe Faure ou avec nos trois témoins. Pour ce faire, vous devrez lever la main, attendre qu'on vous passe un micro sans fil, de façon à être audible pour toute la salle, et voilà. Et puis le dernier temps de cette université populaire, eh bien, ça se fera sur le palier, un verre à la main, et on pourra continuer de discuter sur cette question de la famille. Ce soir, nous traiterons de la question « Qu'est-ce qui fait famille ?» Cette soirée est réalisée, comme l'a dit le Président tout à l'heure, en relation avec l'UFAL, l'Union des familles laïques, par l'entremise de Philippe Viardot, entre autres, mais aussi en relation avec l'UDAF et son président qui est ici présent, dans le cadre des 70e anniversaires de l'UDAF. Et j'ai reconnu dans la salle tout à l'heure à leur arrivée de nombreux représentants d'associations familiales. Je pense à monsieur et madame Méhu, que j'ai eu l'honneur de croiser au début de ma carrière il y a quelques années, décennies. Voilà. Philippe Faure, vous êtes psychanalyste hospitalier, chef de service des thérapies actives, notamment auprès des grands adolescents et des personnalités addictives. Vous êtes expert dans ce qui concerne la famille et vous êtes administrateur de l'UNAF et à Famille de France. La définition de la famille aujourd'hui, alors j'ai été la chercher sur Wikipédia, c'est un média comme un autre. Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existant dans toutes les sociétés humaines. Ceci, c'est selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Elle est dotée d'un nom, d'un domicile, et crée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matérielle censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Voilà ce que donne Wikipédia en termes de définition de la famille aujourd'hui. C'est donc bien cette communauté d'individus, on n'y rattache d'ailleurs aucun sexe et aucun qualificatif de genre, attachés par des liens de parenté avec un nom, un domicile et une obligation de solidarité qui définit donc la famille. Philippe Faure, vous nous expliquerez les trois changements constatés ces dernières décennies, parce qu'on est passé d'une culture rurale à une culture urbaine. Cette modification a entraîné un éclatement de la famille aux quatre coins de la planète. Ce que l'on entendait par famille jusqu'au premier tiers du XXe siècle n'est plus aujourd'hui d'actualité. Les familles ne sont plus composées d'enfants, de parents et de grands-parents. Ces modifications ont entraîné des modifications dans les contenus familiaux. Vous évoquerez cette question. Deuxième élément, deuxième changement, les enfants ont une adolescence qui s'éternise et qui impacte directement la famille, car leur autonomie s'acquiert tardivement. Et enfin, troisièmement, l'allongement de la vie a aussi impacté la cellule familiale. Vous reviendrez donc sur ces trois changements. La structure de la famille a elle aussi évolué et se conjugue aujourd'hui sous des formes tout à fait différentes. Famille recomposée, monoparentale, garde alternée, couple sans enfants, enfants issus de la procréation médicalement assistée ou adoptée. Qu'est-ce qui fait lien pour constituer la réalité d'une famille aujourd'hui? Famille qui génère, pour les jeunes, une attente fabuleuse. Vous nous en direz plus tout à l'heure. La famille est depuis la Révolution une question politique de premier plan, avec des avancées et des reculades. Le divorce est institué en 1792. Les révolutionnaires instituent le divorce par consentement mutuel, l'égalité entre enfants naturels et enfants légitimes. Le Code Napoléon cassera tout cela, rendant le divorce quasiment impossible. Le combat de la reconnaissance de la famille rejoint le combat en faveur des droits des femmes, combat d'Olympe de Gouges, et se poursuit après Napoléon, dans les années 1830. Ce combat s'inscrit dans le droit fil de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Christophe Darmanjat, enseignant à Paris Diderot, nous dit que la famille bénéficiera d'un foisonnement de formes impossibles à prédire. Vous nous direz ce que vous en pensez, alors que vous défendez la famille pour le lien qu'elle développe entre ses membres, la famille tribu. Qu'est-ce qui fait famille? C'est la question de ce soir, et je vous laisse la parole, Monsieur Faure. Merci. Alors,
on va commencer tout simplement par une coutume familiale. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui portent le prénom de Christian ou de Christiane, bonne fête. Si vous en connaissez, et si la conférence ne se termine pas trop tard, vous envoyez un petit texto. C'est pas uniquement une blague. Comme on vous l'a dit, j'ai essentiellement travaillé avec des grands adolescents. Alors, difficile à définir ce terme. C'est quoi un adolescent? On va y revenir parce qu'il faut essayer de préciser de quoi l'on parle. Mais les adolescents, quand on les interroge, qu'est-ce qu'ils souhaitent le plus? Il y a deux choses. Très majoritairement, puisqu'on dépasse les 75%, quelle que soit la couche sociale. Ils espèrent deux choses. Avoir un métier et trouver une famille. Curieux, mais la dernière enquête a été faite en fin 2014, avant les grandes vacances. C'est pas si vieux, ça, 7 mois. Les deux plus grands espoirs qu'attendent les jeunes Français, donc ceux compris entre la classe de 5e et 25-26 ans, on comprend avec le problème du chômage, trouver un métier, donc trouver un emploi. Et en même temps, réussir à créer une famille. C'est un tel désir que ça fait peur. L'adolescent a cette espèce de curieuse façon, ce qu'il désire le plus lui fait peur quand il l'obtient. Donner un exemple simple, ça va peut-être rappeler quelques souvenirs à certains d'entre vous. Pour un adolescent, c'est 10 fois plus dur de recevoir un cadeau que de faire un cadeau. Il n'est pas sûr qu'on ne soit pas tous encore un peu adolescents. Beaucoup plus difficile de dire merci et d'exprimer que ça fait plaisir. Alors évidemment, quand c'est la énième paire de cravates le jour de la fête des pères, c'est un peu différent. Mais quand on est surpris, c'est très très important. Alors je vais simplement vous dire qu'est-ce que c'est que la famille pour un peu plus d'un millier d'adolescents que j'ai pu interviewer, pour la plupart, pour situer dans quel cadre, pour les 2 tiers, et c'est pour ça que ça me semblait important, c'était un adolescent ou une adolescente. Après une tentative de suicide, alors on appelle tentative de suicide parce qu'ils ne sont pas décédés. Mais s'il n'y avait pas le SAMU et les services de réanimation actuels, on en perd déjà près de 1000 par an en France, quand même, d'adolescents. C'est plus que pendant une période de guerre. Je ne sais pas si vous imaginez. 1000 enfants français par an meurent par suicide. Alors, il ne faut pas qu'on ait trop peur de cette idée, mais quand on les interroge pour tous ceux qui viennent la veille, l'avant-veille, pas plus de 3 jours, vivre ça. C'est important de savoir ce qu'ils nous disent. Alors, la première chose qu'ils nous disent, c'est que j'ai 4 parents. Je n'ai pas 2 parents, comme beaucoup d'adultes nous pensons. J'ai 4 parents. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous dire, c'est très simple. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai un papa et j'ai une maman. Il faut une colossale différence entre père et mère et papa et maman. Et dans notre tête d'adulte, c'est quelque chose qu'on a oublié. Un père et une mère, pour eux, c'est ceux qui définissent les règles du jeu de la maison. C'est les éducateurs, si vous voulez. Voire même quelquefois les policiers, voire les magistrats. Vous voyez tout ce que ça peut comporter. Le papa et la maman, c'est l'avocat. Mais pour être avocat, il faut qu'il y ait une justice. Et c'est ça le grand défi. C'est qu'il leur faut les 4 parents. À tel point que sur les 1000 adolescents qui atteignent à leur vie, près de 40%, je ne sais pas si vous imaginez le chiffre, près de 400 par an, se tuent par amour.
Ça, on oublie d'y penser. C'est-à-dire, je suis tellement embêtant à la maison, je pose tant de problèmes, je n'y arrive pas à faire bien ce que je voudrais faire, je les ennuie tellement que je vais me tuer pour qu'ils deviennent libres. Vous entendez ce cri terrifiant. Pour sauver le couple de mes parents et de mes frères et sœurs, je disparais. Alors, il y a bien sûr la fugue, mais c'est très impressionnant. Mais je disparais pour qu'ils aillent bien. Alors, ce désir n'aboutit pas dans ses résultats, vous imaginez bien. Mais 40% de nos ados tentent contre leur vie, c'est un cadeau qu'ils font. Ce qu'on appelle le suicide altruiste. Il n'est pas sûr que ce soit totalement faux chez beaucoup d'adultes, et notamment, parce que j'ai vu que pas loin d'ici, il y avait une maison d'accueil pour des personnes dites âgées, que beaucoup de personnes âgées dont le taux de suicide est énorme, se suppriment pour ne plus être un poids, ou arrêtent de désirer de vivre. Alors les suicides ont terriblement augmenté, on ne va pas rentrer dans, c'est pas le sujet de ce soir, mais on est déjà dans le thème de la famille, parce que l'effet d'étayage de la famille, c'était le phénomène du clan. Alors je vais m'adresser qu'aux très très vieux, parce que vous êtes tous relativement jeunes, en 1975. Vous voyez, c'est très ancien. 66% de la population française vivait en milieu rural. Aujourd'hui, 21%. Or, la difficulté, c'est que dans le milieu urbain, on ne peut pas vivre à 10, 12, 14 dans une même propriété. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que ça donnerait dans l'appartement. Mais, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelque temps, je donnais un cours dans une école d'infirmiers et d'infirmières. Âge moyen, 23 ans et demi. C'est quand même pas tout à fait des débutants. Les infirmiers et les infirmières, de temps en temps, quand ils ont affaire aux malades, ce qui est intéressant, ils demandent les antécédents de la famille. Est-ce que votre maman a eu du diabète? Est-ce qu'il y a eu des... Enfin, oui, c'est important sur le... J'ai demandé aux étudiants, donc vous imaginez, un amphi à peu près comme celui-ci, ils étaient près de 400. Est-ce que vous vous souvenez par cœur du prénom de vos cousins germains? C'est une question terrible. On m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un cousin germain. En France, 2015, 24 ans, qu'est-ce que veut dire le mot cousin germain? Alors, ce n'est pas une question de ne pas connaître le français, c'est que ça veut dire que c'est plus vécu. Ou tout au moins plus assez vécu. Quand je donne une explication, cousin germain, c'est pas issu de germain, cousin germain. On est dans la cellule familiale au sens historique et latin du terme. Nous venons d'un pays de culture plutôt latine. Une famille, c'est 4 générations qui gardent des liens. Et les psychanalystes appellent ça, ensuite de Winnicott, l'ère de lien, un peu comme l'ère de rien. Est-ce que j'ai encore des liens? Vous voyez les 4 générations. Et si quelques-uns parmi vous ont fait l'immense saut dans le vide de se marier, mais qu'ils sont passés à la mairie, ce qui est fréquent quand même, je vous rappelle qu'on vous dit qu'on souhaite que vous puissiez voir l'enfant de votre petit enfant. Donc 4 générations. Pourquoi? C'est très important, c'est que l'esprit de solidarité, il est autant affectif que matériel. Ce que je ne peux pas dire à mon père, je peux peut-être le dire à mon oncle ou à ma tante, ou à un cousin.
encore faut-il que je les voie. C'est mieux, parce que j'avais demandé à plusieurs d'entre eux, mais maintenant il y a le téléphone, vous en servez quasiment de façon quotidienne. On peut se donner une nouvelle par téléphone, on ne peut pas se confier. Si vous avez tous des téléphones portables, si vous regardez ce que vous dites, on ne se confie pas, on se dit, écoute, un de ces jours, j'aimerais bien qu'on y bière ensemble, qu'on dîne ensemble, vous faites comme vous voulez, mais on ne se confie pas à quelqu'un au téléphone. Alors je vous ai dit que l'enfant voulait absolument, et l'enfant définitif. Alors je vais peut-être vous donner une bizarrerie, mais nous sommes tous dans cette salle des ex-enfants. C'est assez fréquent. Même si pour l'adolescent, il est impossible d'imaginer que sa mère soit une ex-petite fille. Alors quant à la grand-mère, c'est pas pensable. Alors, on venait d'un milieu rural. Dans le milieu rural, il y avait dans la famille un grand-père, une grande-tante, un grand-oncle, qui vous voulez, qui était le conteur de l'histoire de la tribu. Il y en a même qui racontaient des histoires autour de la cheminée. Madame de Ségur n'est pas la première à raconter des histoires. Qui me raconte mon histoire? Alors ça, c'est une des grandes découvertes de la, on va dire, de la psychologie moderne, notamment de l'école anglaise. Un petit homme, une petite fille, à la naissance, psychiquement et physiquement, à 50 ans, dans sa tête et dans son corps. Personne ne naît vierge et blanc. C'est un peu comme si tous les petits des humains, quand ils naissent, avaient un compte bancaire qui représente au moins 2 générations au-dessus d'eux. C'est pas dramatique, il peut même y avoir des drames, il va falloir les gérer. Alors, je vais faire une hypothèse, c'est qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont des défauts. Alors, on va dire, imaginons qu'il y en ait qui soient un peu chasseurs. Regardez comment encore aujourd'hui, on présuppose qu'un magnifique chien de race d'une qualité exceptionnelle à la chasse risque de faire un petit meilleur à la chasse. Regardez les courses de chevaux. Ça va bientôt arriver, les girlings. Les poulains ou les pouliches des grandes ou des grands valent des chiffres monstrueux simplement parce qu'ils sont fils d'eux. Pourquoi ça serait stupide chez les humains? Il y a des histoires familiales. Il y a des choses qui se répètent. Pendant longtemps, la médecine a cru que même une maladie très française, peut-être un peu plus bretonne que bourguignonne d'ailleurs, mais l'alcoolisme était chronique, évolutif et familial. C'est complètement faux, mais ça a duré de nombreuses années. Alors je vais vous dire un petit secret. On disait chronique, parce que ça permettait aux médecins de s'excuser. Parce que si c'est chronique, c'est pas de leur faute, si le malade va pas bien. C'est un aveu d'impuissance, qui est quand même pas très glorieux. Enfin, on va laisser ça. Alors, retenez bien, le milieu rural étant très très changé, la cellule familiale, au sens de la tribu, est de plus en plus difficile à connaître. Alors, j'ai un autre chiffre qui m'a été donné par un groupe d'entreprises. Vous devez avoir vu ça, ça doit exister chez vous aussi. Ce qu'on appelle les fermes auberges ou fermes restaurants. La majorité de leurs clients, ce sont ce qu'ils appellent des cousinages. Des gens, voilà l'initiative d'une ou deux personnes qui réunissent toute la tribu avec du grand-père ou du grand-oncle, machin. On est obligé maintenant de mettre des petites étiquettes sur la veste ou sur le chemisier pour savoir qui est qui. Et il y a 60 ans, ça n'existait pas. Et le seul moment où cette famille
à plusieurs générations ont une petite chance de se retrouver, c'est même pas au mariage. Tout le monde n'est pas invité. Tout le monde n'a pas son, comme on disait en Normandie, son bon de soupe. C'est aux enterrements. C'est extraordinaire. Un seul fait qui reste pour retrouver sa cousine ou son cousin, et encore faut-il qu'on les présente, ils ne se reconnaissent pas. Alors vous voyez, avec actuellement le problème des modes très particuliers des familles nucléaires, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, avec une famille recomposée avec tout ça, c'est complètement écartelé tout ça. Donc l'adolescent n'arrive pas à refaire son histoire. Parce que c'est un grand pari, je ne peux pas savoir où je vais si je ne sais pas où je suis et d'où je viens. D'où je viens, pas uniquement de la clinique ou de la maternité, je viens d'une histoire. On parlait des associations familiales, c'est le Comité national de la résistance qui a créé l'obligation d'association familiale dès 1945. Uniquement parce qu'ils ont pensé que c'est probablement le premier stade de socialisation et de sociabilité d'un pays. Donc la nation s'appuie sur la, si vous voulez, la tribalité des gens. Et quand même, vous avez peut-être quelques souvenirs, pour ceux qui ont désiré faire un couple. Il va falloir intégrer une belle famille. C'est pas toujours aussi simple que ça. On peut épouser une femme, pas obligé d'épouser la tribu qui est derrière. Alors, écoutez bien les mots. Quand on dit la pièce à rapporter, sous-entendu, vous imaginez tout ce qui se passe. Donc les politiques de l'époque ont considéré qu'en resserrant le clan familial avec toutes ses mutations, on rendait service à la nation. C'est ça l'origine. C'est pas pour choisir tel ou tel modèle. La preuve, si on regarde sur l'ensemble du tissu des associations familiales, il y a tout, à peu près toutes les possibilités. On choisit telle ou telle branche. Il y a jumeaux et plus. On n'est pas obligé d'y aller. Mais... Alors, c'est très important parce qu'on va arriver à la deuxième grande révolution. C'est le problème de l'âge. 1975, je vais garder cette année comme référence. Ça ne concerne que moi, il y a beaucoup trop jeunes. L'adolescent français, ou adolescente française, c'était en classe de seconde, là, voyez. Si vous vous souvenez, s'il y a des enseignants parmi vous, quand un enseignant posait quelques questions, on le mettait en seconde. C'était la punition de se taper les secondes. Je parle de la classe de seconde, pas les secondes, la durée. Aujourd'hui, c'est le 3e trimestre de la 5e. 1975, sans faire beaucoup de maths, ça fait 45 ans. Est-ce que vous voyez l'espace de début de l'adolescence entre le 1er trimestre de la seconde et le 3e trimestre de la 5e? Et si vous regardez un petit peu les journaux, on voit des tas de passages à l'acte de très jeunes enfants. Alors l'adolescence, ça commence très tôt, et ça dure beaucoup plus longtemps. Alors, c'est facile de trouver la date de début, si vous voulez, parce que c'est un concept qui n'est pas du tout psychologique, donc c'est clair. C'est le jour où une hormone décide que tout le système hormonal se met en route. Notamment les hormones dites sexuelles. Alors il faut se souvenir, ça met moins de 36 heures à se mettre en route. Je vous donne une histoire. Vous partez demain, samedi, au mariage de Tati Daniel.
J'ai dit à Didania parce qu'elle a dit, vous pouvez venir, mais sans les enfants. Vous voyez? Ça est peut-être déjà arrivé. Vous partez, il y a 400 km, le mariage est samedi, c'est pas très extraordinaire. Vous avez prévu de coucher sur place. C'est plus prudent, parce qu'on va peut-être prendre un peu de Bourgogne quand même, donc on va dormir sur place. Ce que vous faites, vous confiez vos enfants à des amis ou des parents. Vous rentrez le dimanche, vous avez confié un petit garçon, vous récupérez un ado. Personne n'a été prévenu. Personne, ni l'enfant, ni les gens qui le gardent, ni vous. Et vous, les jours qui suivent, vous vous dites, il a changé, hein, pas ce qui se passe. D'abord, il n'était pas toujours facile. Et les gens qui l'ont gardé vous disent, qu'est-ce que vous avez comme chance, vous avez un enfant adorable. Ce n'est pas exactement l'image que vous aviez, vous étiez même à le confier. Et puis, depuis cet événement, il ne dit plus bonjour le matin ni le soir. Salut les vieux. Vous connaissez cette expression extraordinaire. Et oui, parce que n'oubliez pas que le jour où votre enfant devient un petit homme ou une petite femme, vous êtes devenus putativement grands-parents. Donc salut les vieux. On n'est pas grands-parents ou grand-mère, ou beau-père ou belle-mère, quand nos enfants se marient, le jour où ils deviennent des petits hommes ou des petites femmes. Alors ceux qui en ont fait 2, 3, 4 ou plus, comme ça dure de 12 ans à 26 ans, vous en avez pris pour un demi-siècle. Vous connaissez cette expérience. Le jour, si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait, mais il y a des sociologues qui ont fait de mettre des micros dans les cours de récréation. Chez les ados, qu'est-ce qui fait ton vieux? Chez les enfants, qu'est-ce qui fait ton papa? Le mot change, il n'est pas sot, hein. C'est pas une insulte, pas toujours facile. À 36 ans, je vous entends, salut le vieux. Ça va durer un moment, hein, aussi. Alors la deuxième révolution, c'est cette adolescence qui commence très tôt, contrairement à il y a 50 ans, et qui finit très tard. En France aujourd'hui, l'adolescence se termine vers 25 ans et demi, d'après les études sociologiques. C'est-à-dire, pour les sociologues, l'adolescence se termine quand on est autonome sur 3 points. Quand on a une autonomie de toi, t'es oui, t'es non. Une autonomie suffisante financière et une autonomie affective. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on rencontre quelqu'un, ça veut dire, ce qui est très compliqué pour les ados, est-ce que je suis aimable? Aimable pas poli, hein. Pourquoi on peut m'aimer? Car pour l'adolescent ou l'adolescente, aimer, ils ont une vague idée de ce que c'est. Mais pourquoi quelqu'un m'aime? Très compliqué. Il n'est pas sûr que de temps en temps, à l'âge adulte, on ne se pose pas cette question. Pourquoi elle m'aime encore? Ou alors, le mariage est une forme d'addiction. Ce n'est pas bon signe, ça devient toxique. Alors pour l'adolescence, c'est très important. Puis ce qui lui fait très peur, c'est que maintenant, on tarde à mourir. On vit de plus en plus vieux. 1975, les gens étaient les vieux à partir de 60 ans. Et on voyait, ça ne se voit plus maintenant, beaucoup de femmes qui portaient que des tenues noires ou grises. Aujourd'hui, on est vieux pour la sécurité sociale et pour d'autres organismes après 76 ans. Vous voyez? Bien après la retraite. Alors, comme dans l'entreprise, on parle des seniors, dès 50 ans, ils sont un peu en avance. On n'est pas obligé d'être crétin parce qu'on a de l'âge. Pas obligatoire.
Alors, ça fait très peur aux jeunes actuellement, parce que la durée moyenne du mariage, en dehors des péripéties qu'il peut y avoir, ça va tourner autour de 55-60 ans. Imaginez quand dans votre tête vous avez 15 ans, si je sors avec cette fille, j'en ai pour 60 ans. Quand on est à l'âge de dire, je sais déjà pas ce qu'il va y avoir après-demain. Faites le compte, vous allez dans n'importe quelle maison de retraite, parce qu'il y a des tas de maisons où on peut aller en couple. C'est monstrueux le temps, d'une certaine façon. Et puis, notre troisième révolution qui s'est passée, c'est que nous sommes à une époque où travailler n'est plus évident. Travailler au sens d'un emploi, j'entends, pas travailler au sens de faire son travail. Il n'y a pas de certitude de boulot. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est terrifiant. Et quand bien même je travaille, ça ne me donne pas plus de garantie quand je travaille à l'école. Je n'ai pas plus de certitude que celui qui ne réussit pas. Et voire même, c'est un syndrome qui est peu décrit, vous allez rester un peu discret, les enfants des gens qui ont fait les très grandes écoles. Alors, on ne va pas en citer 10 000, les 3 plus grands en français, Polytechnique, Normal Sup, l'ENA. On peut discuter, clairement, c'est comme ça. Plein de ces gens-là ont des enfants qui sont en échec scolaire. Alors on s'est gratté le crâne, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe une chose très simple, c'est que de bien travailler à l'école présente un risque énorme, parce que je ne vis plus, je fais que bosser. Il n'y a plus de vie privée, de vie de famille, de vie amicale. Ils sont pris, et vous en avez encore un qui est décédé très récemment, le PDG des familles, 48 ans, mort sur son bureau. Alors, il n'y a plus de base très très concrète. Et c'est ça qui fait. Donc, c'est pas étonnant que nos adolescents disent mon assurance vie la plus forte, c'est la famille. Comment pouvez-vous faire qu'on se voit plus souvent? Quitte à ce qu'il y ait même des affrontements. C'est pas très gênant. Mais j'aimerais bien connaître, alors je vais vous donner 3 exemples. J'aimerais bien connaître mon demi-frère ou ma demi-sœur. Parce que beaucoup de gens, quand ils se séparent, refont une famille par ailleurs. Il n'y a strictement aucun délit dans cette question. Mais je sais que j'ai une demi-sœur. Je ne l'ai jamais vue. C'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. Et en même temps, c'est ma moitié. C'est un peu moi, ma demi-sœur. Alors, je dirais que pour les personnes qui arrêtent de travailler, comme on dit, qui prennent leur retraite, il y a 2 fonctions colossales. La première, c'est de raconter l'histoire de la tribu. Vous savez, quand on a des albums photos, il y en a même qui ont des boîtes à chaussures remplies de photos, on peut le temps de les ranger. Vous pouvez devenir du jour au lendemain éditeur de BD. Ça consiste à coller les photos, mais il faut mettre du texte. Vous savez qui sont sur la photo, et vous connaissez les dates. La plupart des albums ne sont plus lisibles parce qu'il n'y a pas les noms et il n'y a pas les dates. Or, quand un adolescent va mal, il se réfugie dans sa tribu. Et puis, vous avez tous vécu ça. Je
je parlais que de moi, ça je ne mettrais personne mal à l'aise, mais dans ma scolarité, j'ai eu une époque où ça n'a pas été brillantissime. Pour tout vous dire, la troisième. C'est pas si simple que ça pour moi de dire à l'un de mes enfants, en troisième, j'ai quand même copieusement merdé. Je ne vais pas vous donner tous les détails. Si c'est mon père qui le dit, c'est pas pareil. Et tout, c'est plus mon père qui parle, c'est le grand-père de mon enfant. Est-ce que vous voyez la nuance? Les grands-parents doivent être des bavards de la tribu. Alors, il ne faut pas faire comme l'ancien combattant moyen de répéter toujours la même histoire au même déjeuner. Il faut essayer de changer de parcours. Mais imaginez que ma grand-mère est une ex-petite-fille, c'est colossal. Et qu'elle a peut-être eu des histoires drôles, des histoires moins drôles, en tant que petite-fille. Et puis, deuxième fonction, alors là, je vais vous choquer beaucoup. Il faut que les grands-parents soient très rapidement des haltes garderies clandestines. Très, très rapidement. Pas systématiquement pour la garde des enfants, c'est pour sauver le couple de ces enfants. Parce que de temps à autre, il faut que les jeunes couples puissent avoir des vacances en tant que couple et non pas en tant que parents. Est-ce que vous voyez la nuance? Les couples résisteront quand de temps en temps ils fuguent de leur fonction de parents. Ils se reconstruisent, ils se retrouvent, ils se reparlent. Qui plus est, si ça peut être hors les murs de la maison, beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin d'aller aux Maldives, au bout du monde. Faire 50, 60 km, aller visiter je ne sais pas quoi, y rester une ou deux soirées, vous aidez l'un des couples de vos enfants. Je ne sais pas si je suis très clair quand je dis ça. Vous voyez? Eh bien, il faut dire, pendant 3 jours, je me paye les 3. Et je veux vous signaler, vous allez découvrir que c'est bien plus facile de garder ses petits-enfants sans les enfants qu'avec les parents. Vous avez déjà vu ça. Donc c'est même pas un effort. Quand ils viennent tous, c'est difficile. Alors, il va falloir quand même qu'on arrive au côté un petit peu moins facile. C'est pour fonder une famille, il faut être 3 personnes. Tout le monde est persuadé qu'il faut 2 personnes. Alors je ne vais pas tomber dans l'histoire, est-ce qu'il faut que ce soit il ou elle, moi ça ne me concerne pas ce soir, mais il faut 2 personnes pour former un couple. Mais ça c'est un couple qui n'a pas de projet d'avenir, 2 personnes. C'est le couple d'un soir, ou d'un week-end, ou d'une sortie de boum, comme vous. Une famille, il faut faire je, plus eux, plus nous. Qu'est-ce que nous avons en commun pour voir si nous pouvons ne pas nous engueuler systématiquement à chaque repas? Je pense que c'était stupide. Je parlais de moi, comme ça je mets personne en cause. J'ai rencontré une fille qui m'a beaucoup plu, puis j'ai décidé, elle était d'accord en plus, on allait se marier. Donc tout allait bien. Et il y avait un problème monstrueux. Dans la tribu d'Elisabeth, mon épouse, une coutume, les enfants finissaient ou ne finissaient pas leur assiette, selon leur appétit, leur goût, leur machin. Rien à dire, c'est la coutume de cette tribu. Moi, je sors d'une autre tribu où l'assiette devait être nickel, vous voyez ce que je veux dire? Avec une règle stupide, c'est que tout ce que fait maman, c'est bon, donc tu manges. C'est à peu près aussi brillant que ce niveau. Bon, ni l'une ni l'autre sont meilleures. C'est une histoire assez fréquente d'ailleurs.
Si on vit ensemble, il y a un taux de risque, il y a un enfant ou l'autre, surtout qu'on n'était pas contre. Comment on va faire au niveau de l'Europe? On va avoir à peine commencé notre vie de couple, que les repas vont arriver. On va s'engueuler à chaque fois. Il finit pas tout, c'est pas possible, mais laisse-le de place. Je vous donne une hypothèse pour les médiations qui se fréquentent. La plupart des couples qui se battent, les drames dans les couples, c'est sur deux sujets. C'est la bru et le gendre qui s'engueulent, ou le père ou la mère. C'est à propos des enfants ou de la belle famille. Chez qui on va manger dimanche? Il y a une belle histoire. Est-ce qu'on accueille le grand-père à la maison? Des débats compliqués, parce que moi j'ai constaté que quand mon beau-père vient, ils disent toujours, ma femme change. C'est plus ma femme qui est à la maison, figurez-vous. Je suis cocu pendant autant de jours qu'il est là. Parce qu'elle redevient la fille de son père. Elle n'est pas la même. On n'a même pas les mêmes menus. On n'a même plus les mêmes droits. Enfin bon, je vous laisse inventer le reste. Alors, la famille, il faut essayer d'éviter une seule chose. Je dirais, un peu pour conclure, et rester dans mon temps, il ne faut jamais interdire aux mots de circuler. Mots M-O-T-S. Si les mots sont tus, les mots M-A-X vont naître. C'est quand on perd les mots, le vocabulaire, dans un couple, dans une tribu, entre frères et sœurs, à deux générations, comme vous voulez, y compris au bureau, pour ceux qui ont travaillé, quand les mots ne peuvent plus être dits, et je dirais, tolérer. Président, vous avez parlé de tolérance. C'est-à-dire quand certains mots n'ont plus le droit d'être usités, c'est là que le mal gagne. Donc ça veut dire qu'il faut que de temps en temps, il y ait des repas familiaux. On part bien mieux à table. Je vous signale qu'il y a une coutume qui quelquefois encore en vigueur, peut-être que certains vont se souvenir, les soirs d'enterrement, il y avait un repas familial. Ça permettait d'éviter pas mal de conflits. Il y avait deux fonctions. Il y avait d'abord le décédé aurait aimé nous inviter, il ne le peut plus, donc on l'honore d'une façon, puisqu'on lui dit on est bien chez toi. La deuxième fonction, des choses peuvent être dites à table, surtout après la viande. Ça veut dire qu'il y a eu aussi un petit peu de vin, sans doute, sans que ce soit trop agressif. Alors, je conclurai en disant très simplement, la famille, c'est sûrement le lieu où l'on apprend à parler, mais il faut que les plus anciens osent parler pour que les plus jeunes osent écouter pour pouvoir mieux parler. C'est un peu compliqué, c'est une définition un peu jésuite, ils m'ont un peu abîmé quand j'étais jeune, mais il faut que les vieux parlent, que les parents écoutent pour que le jeune puisse oser dire. Parce que le jeune, sinon, il ressent avec ses tripes, il ne sait plus mettre en mots la chanson. Et quand le silence prend le pouvoir, on rentre, comme disait Platon, au début de la dictature. Quand dans une société, on ne peut plus dire ce que l'on pense,
revisitons l'histoire, on va pas le faire ce soir. C'est toujours le début. Il y a deux atteintes quand il y a une dictature qui se prépare. La première, ça vous concerne, c'est tenir en main la culture. Et le deuxième, supprimons les discussions. Et donc, pour supprimer la discussion, c'est très simple, il suffit de tuer la tolérance. Alors, normalement, la famille, pour moi, dans mon expérience, c'est l'école de la tolérance, y compris entre générations. Puis je vais arrêter là, parce que sinon, vous allez vous déprimer. Merci.